Hmm. Ouais, ouais. C'est un luxe. Ouais. Ouais, c'est vrai. La théorie est totalement différente. C'est vrai. Exactement. Toi, comme on vient de le dire, là, t'as beaucoup d'aspects santé, tu parles beaucoup de ça, et t'accordes aussi beaucoup d'aspects à la prévention des blessures. Tu fais beaucoup de contenu là-dessus. Est-ce que c'est extrêmement important pour toi de prévenir plutôt que guérir? Et comment tu conseillerais de le faire Ouais, aux tout gens, à par fait. exemple? Comment tu conseillerais de le Alors, faire? Plusieurs choses. Moi, la grande difficulté par rapport à mes élèves, c'est que je les coach à distance, d'accord? Donc l'idée de se dire comment je peux être sûr qu'ils ne font pas n'importe quoi. Tu me suis? Puisque je ne suis pas avec eux à la salle, je ne suis pas avec eux à les accompagner, à modifier la cinématique du mouvement, à corriger certains patrons, etc. Ce qu'il y a, c'est que donc lorsqu'une personne veut que je la coach, elle a un bilan à compléter. De par ce bilan, je connais son expérience, que ce soit en musculation, sportive, etc. Savoir si elle a des blessures, des traitements médicaux, des allergies, et j'en passe. Ouais, suite à ce bilan, je vais analyser le niveau de compétence de la personne et adapter de façon judicieuse l'entraînement. Donc pour une personne par exemple qui est débutante, je vais lui faire un travail principal au niveau des machines assistées, où le mouvement, euh, la complexité, la technicité du mouvement, toute la concentration de par créer un mouvement, elle est minimale, puisque c'est la machine qui nous limite à un certain angle de travail, qui nous limite à une certaine cinématique de mouvement. Une personne qui est un peu plus évoluée, je lui ai travaillé, on va travailler avec des charges libres, où je lui demande de façon explicite de travailler sa qualité de mouvement et par la suite, avec le temps, une fois que le pattern est créé, lorsque le mouvement est bien créé, là on commence à augmenter la tension musculaire, la tension mécanique, la charge en fait, d'accord? La résistance, on augmente la résistance. Peu importe l'accessoire, c'est un kettlebell, des élastiques, des haltères, de la poulie, une barre, peu importe. Pour moi, ce n'est que des accessoires. Et certains accessoires sont plus adaptés à certains exercices que d'autres. D'accord? C'est comme un peintre. Il va utiliser tel ou tel pinceau, parce que certains, il a besoin d'un gros pinceau, d'un pinceau fin, etc. Et ce qu'il y a, c'est que cette prévention de blessures, elle est essentielle. Par exemple, moi, dans mes coachings, j'ai créé des e-books, donc des livres numériques, thématisés, spécifiques par rapport à l'entraînement. Dont un, c'est spécifique par rapport aux étirements, explication théorique, explication pratique. Un sur les blessures, explication donc théorique, explication pratique. Une fois avant qu'on se blesse, et après quand on s'est blessé, qu'est-ce qu'il faut faire? L'échauffement, donc explication théorique, explication pratique. Et le but, c'est que la personne, par exemple, comme j'ai expliqué en amont, par rapport à l'investissement, si elle n'a pas l'investissement personnel de lire ces e-books-là, il y a forte chance qu'elle se blesse. Maintenant, au niveau des préventions, en effet, comme tu as pu voir, régulièrement, je poste des photos d'étirement, des vidéos même explicatives où je parle de mon expérience. Pourquoi? Initialement, lorsqu'un jeune s'entraîne, tout l'aspect blessure n'est pas dans son vocabulaire. Parce que il ne s'est pas entraîné suffisamment longtemps pour enclencher les blessures. Parce qu'irrémédiablement, on aura des blessures dans le temps. Que ce soit des tendinites, que ce soit des foulures, que ce soit des micro-déchirures musculaires, des élongations, des fractures pour tout ce qui est sport de contact ou des sports de vitesse, par exemple du ski, du snow, du vélo, des chutes et autres, où il y a des impacts. Et ce qu'il y a, c'est que dès lors où l'individu va commencer à avoir des blessures, il va s'intéresser à un sujet. Mais ça, c'est vrai dans tous les domaines, tu vois. Par exemple, je suis locataire, j'ai besoin de repeindre une pièce. Bon, mais je vais me renseigner dans un domaine, savoir est-ce que c'est le propriétaire qui doit payer, etc. Tu es toujours dans un domaine, dès lors où tu dois faire affaire à une difficulté, tu te renseignes. Et là, en l'occurrence, plus jeune, donc moi, ça fait, en gros, là, j'ai 33 ans, j'ai commencé le sport à minimum de 10 heures par semaine à l'âge de 13 ans, s'il y a 20 ans. Avec des pics de 30 heures par semaine lorsque je faisais la compétition en cyclisme. Et, euh, et la musculation pure et dure, j'ai fait 17 ans de pratique.
Donc, si tu te dis que 17 ans, je m'entraîne 300 fois à l'année, pour donner une valeur moyenne. 300 fois 1 heure. Donc, ça fait 300 heures fois 17. En fait, je me suis entraîné des milliers et des milliers d'heures. Forcément, des milliers et des milliers d'heures, ça fait des milliers et des milliers de répétitions. Donc, en gros, j'ai répété des mouvements des dizaines de milliers de fois. Ce qui fait qu'au niveau, moi, de mon circuit moteur et de mon système nerveux, je suis hyper efficace. Je l'ai à fond et optimisé. C'est pour ça que j'ai optimisé l'entraînement, de par le biais que j'ai créé des circuits nerveux optimisés. Et au fur et à mesure du temps, ce qu'il y a, c'est ça deux choses l'une. Tu as la blessure qui est engendrée par un mouvement qui n'était pas en fait adapté de par ta biomécanique. Par exemple, une personne qui est longiligne, c'est-à-dire qu'il a des segments longs, il va avoir des grandes difficultés à faire par exemple des mouvements donc polyarticulés de force, parce que ces segments, ces leviers de force sont en fait pas du tout adaptés par rapport à sa morphologie. Donc c'est très pénible pour une personne qui est longiligne d'avoir une musculature dense, épaisse. À l'inverse d'une personne qui est bréviligne. Plus tu vas avoir les leviers longs, plus ça va être dur d'optimiser ta prise de masse musculaire. Question de force, ouais, un déplacement de force. Maintenant, c'est à l'inverse, une personne qui est bréviligne, elle a des axes qui sont beaucoup plus petits, ce qui fait que une personne, par exemple, qui a une moyenne à 1m70, ouais, je prends mon exemple. Je suis bréviligne, je suis à 1m70. Enfin, un peu plus. Je suis à 71, 72. Mais en gros, voilà, c'est des ordres de grandeur que je vais donner. Pour moi, il va être beaucoup plus simple de remplir le muscle. Donc, ça veut rien dire remplir le muscle, je le dis de suite, hein, mais c'est pour avoir une idée. De remplir le muscle de fibres musculaires, plus qu'une personne. Par exemple, si j'avais fait 1m80, allez, 1m85, et j'avais eu des segments longs, fémur, tibia, humérus, cubitus radius, tout ça, des segments longs. Si j'avais eu des segments longs, pour moi, c'est-à-dire qu'on aurait mis 2 photos de moi, donc sans connaître ma taille, de moi avec ma taille actuellement, ma masse musculaire actuellement, et même moi plus grand, et bien le petit, en fait le mec qui est petit, aurait paru 10 kilos de plus de muscles. Pour la bonne raison que sa morphologie est adaptée. C'est pour ça qu'il est très compliqué par les photos, par le biais des photos et autres, de savoir si une personne, donc je parle jusqu'à un certain niveau. Après, il y a pas d'erreur à avoir par rapport au dopage. Hein. Mais une personne, par exemple, qui fait 1m85, 95 kg, il n'y a aucune chance qu'il soit naturel. Tu vois? Il a aucune chance qu'il soit naturel. 1m85, 85 kg, c'est putain de balèze. Mais ce qu'il y a, c'est que plus t'es petit, plus il est facile pour toi de rapprocher ta taille. Tu vois? En fait, t'as les segments qui sont courts. Ce qui fait que déjà, tu peux soulever plus lourd. Tu peux créer plus d'hypertrophie. T'as les insertions de par la longueur des muscles. Tu as, par exemple, une personne qui a des segments longs, des segments courts, mais des muscles longs. Mais putain, mais c'est un bodybuilder né, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Mais une personne qui est longiligne avec des segments, avec des muscles qui sont courts, non, mais qui sont marathoniens ou triathlètes. Mais le bodybuilding, c'est le sport qui est à l'opposé de sa bioméca et de sa physio, de sa morpho. Tu vois? Et donc, dans l'idée de se dire, bon, je pars d'un postulat que j'ai une certaine morphologie, une morpho-anatomie, comme dit Rudi Koya, qui est l'un des premiers à avoir utilisé en France ce terme, à ma connaissance. Et en fait, tu vas avoir des segments courts, des segments longs, donc l'entraînement n'est pas le même pour les deux athlètes. Et dans ce cas-là, en fait, tu vas avoir l'idée de prévention de blessure qui est là. Puisque si une personne, admettons, je m'entraîne avec un copain qui fait 15 cm plus que moi, qui est longiligne, eh bien, on va pas s'entraîner de la même façon, parce que ce qui sera bon pour moi ne sera pas bon pour lui. Et au point de vue des exercices, le choix des exercices, il faut être avec le temps. C'est-à-dire que quand tu es débutant, tu peux pas savoir ça. Tu n'as même pas idée de c'est quoi une morphologie. Tu n'as pas idée c'est quoi d'avoir un segment court, segment long. Tu as idée de rien du tout. Mais c'est vrai dans tout le domaine. Donc, quand on est débutant, moi ce que je préconise, c'est de prendre des manuels de musculation qui sont intéressants. Récemment, donc là on est en juin pour rappel 2018, sort la méthode de Lavier 3. Qu'est-ce qu'il y a eu en avant? Méthode de Lavier 2, il y a eu plusieurs éditions, méthode de Lavier 1, etc. Par exemple, dans ces livres,
on va retrouver l'anatomie. Et on va retrouver des exercices anatomiques, exercices adaptés à certaines morphologies. Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait un investissement personnel. Ça revient toujours à l'investissement. C'est-à-dire qu'une personne qui attend, regarde, je donne un exemple. Avec le temps, j'ai reçu des milliers de messages où les mecs m'écrivaient leurs problèmes et ils voulaient que je leur réponde à leurs problèmes de façon spécifique, comme une consultation. Sauf que je leur dis simplement, écoute, tu as toutes les réponses sur ma chaîne YouTube, ce qui était vrai. Mais ils attendaient que je leur réponde à leurs problèmes à eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun investissement personnel. En fait, ils veulent qu'on leur, en gros, c'est qu'on leur cuisine, qu'on leur prépare la table, et limite qu'on leur mette la bouffe dans la bouche, tu vois. Et c'est pas comme ça qu'on avance. Et donc, la personne qui est débutante, il faut qu'elle prenne conscience qu'elle va avoir un investissement personnel qui va lui permettre de limiter sur le temps les blessures. Le fait de limiter le temps sur les blessures, son niveau de motivation ne va pas tomber. Puisque à chaque fois que tu te blesses, c'est tu fais un pas en arrière, voire tu t'arrêtes complètement. Et le fait d'avoir cette prévention, cette idée de prévention est essentielle. Et c'est pour ça que régulièrement, je mets des vidéos, des vidéos même d'accidents au niveau de la musculation, des personnes par exemple qui se cassent une jambe à la presse parce qu'elle fait du ego lifting. Il faut savoir que la charge, c'est un accessoire, ni plus ni moins. Sauf lorsqu'on fait de la force athlétique ou du powerlifting, la charge qu'on va déplacer, c'est un accessoire. C'est une résistance. Par exemple, ma voiture fait 2 tonnes. Si j'ai 400 chevaux, elle va avancer. Si je n'ai que 50 chevaux, ça va être un veau. La résistance, c'est quoi? C'est les 2 tonnes. Et le travail, ça va être le moteur. Tu vois? Donc le moteur, c'est le muscle. Et la charge, c'est l'haltère. C'est un accessoire. Et en fait, régulièrement, je mets des vidéos d'accidents, des vidéos moi-même expliquant les tendinites, expliquant comment on peut limiter les blessures une fois qu'on a une blessure, comment on peut la soigner. Donc j'ai fait des vidéos sur les tendinites, j'ai fait les tendinopathies on peut dire. J'ai fait des vidéos sur le peptone, c'est du collagène. En fait c'est une protéine. C'est la protéine que l'organisme va assimiler au niveau des intestins, qui va passer sous forme de gélatine. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de prendre des hydrolysats en fait de collagène, parce que l'assimilation est meilleure. Et une fois que cette molécule, cette macromolécule, c'est une protéine, est digérée, l'organisme va récupérer les acides aminés essentiels à la reconstruction en fait de ce tissu. Ça peut être la peau, ça peut être les cheveux, ça peut être les yeux, ça peut être les cellules, certaines cellules du corps, ça peut être les muscles, ça peut être les tendons, la peau névreuse, tout. C'est-à-dire que la protéine structurelle du corps, c'est le collagène. C'est-à-dire que les femmes qui ont des rides, c'est pas la peine qu'elles se mettent 1 kg de peau de crème sur la gueule, elles prennent soit de la glycine, soit du peptane, du collagène. Et en fait, par le biais de ces vidéos-là, mon objectif, c'est que les personnes qui passent actuellement par ce que je suis passé, ça leur donne un raccourci pour trouver la solution. Parce que moi-même, forcément, comme j'ai eu ce problème-là, je me suis renseigné, et au lieu de garder l'information brute en moi, eh bien, je préfère la partager. Parce que c'est pas ça qui va faire que j'ai moins de clients. Au contraire. C'est plus je diffuse d'informations, plus je diffuse de données, plus je partage mes connaissances, plus ça va m'amener en fait potentiellement des élèves. Puisque la personne voit que le travail que je lui fournis est d'excellente qualité, et puis il doit se demander si tout ça je lui donne gratuit, c'est quoi ces secrets? Il doit bien avoir des secrets le mec. Et bien ces secrets-là, je les garde pour mes élèves. Et en plus de tout l'accompagnement. Et l'objectif, c'est on va avoir une cohérence entre sa morpho-anatomie et l'entraînement qu'on va faire. Toujours en gardant en tête qu'on n'est pas des machines, on est des organismes vivants et on est faillible, c'est-à-dire qu'on peut se blesser, on peut rater des séances de musculation, de par notre emploi du temps, on peut louper des séances, et c'est pas par exemple en doublant la séance suivante que je vais doubler l'entraînement. C'est au contraire, je vais doubler les risques de blessure. Et puis surtout, je vais créer une dette nerveuse, une dette calorique, une dette physiologique, structurelle, trop importante que je vais avoir beaucoup de mal à rembourser. C'est-à-dire que je vais m'entraîner et je vais créer un stress qui est trop important et mon organisme ne va pas réussir à compenser ce stress. Ça sert à rien de surenchérir, c'est ça que tu as envie de dire quoi.
Aucun sens. C'est-à-dire que je dis toujours, entraîne-toi à la hauteur de ta récupération. Si tu ne peux pas t'entraîner à la hauteur de ta récupération, ou si tu veux t'entraîner au-dessus, tu peux pas durer. Tu vas t'entraîner un mois comme ça, dans un mois, ah, je dors mal, je suis fatigué, j'ai pas faim, j'ai mal, machin truc. Mais c'est des milliers de fois que j'ai eu ces discours-là. Parce que c'est vrai que le pilier de la récupération, c'est peut-être le pilier le plus négligé en musculation. La récupération, c'est l'élément principal de la progression. C'est-à-dire qu'on va créer un stress à l'entraînement. Il faut que ce stress soit en adéquation à notre niveau actuel, à nos objectifs et à la récupération qu'on peut lui donner. Une personne qui travaille 12-14 heures par jour, qui va s'entraîner après sa journée de travail et qui va avoir une nuit de 6 heures. Mais sa capacité de récupération, elle est quasiment nulle. Tu vois? Moi, là, pendant à peu près 3 ans, pour te dire, je travaillais, j'avais gardé à temps plein mon CDI, où je travaillais dans l'informatique, et un temps plein en coaching. Donc, je me tapais facilement des semaines de 80 heures de travail. Et en plus de ça, je calais quasiment tous les jours. Des fois, ça tombait qu'à 4 jours par semaine, mais des entraînements. Mais mon niveau, j'arrivais à maintenir pendant les années un certain niveau très correct. Mais il a fallu que j'attende de délester mon CDI pour de nouveau progresser à 32 ans passés, tu vois. Et c'est-à-dire que le facteur de récupération, il est essentiel. Une personne qui est au chômage, qui a le temps de se reposer, qui bouffe quand il veut, qui va s'entraîner quand il veut, qu'il y a personne qui lui casse le cul à lui dire fais ceci, fais cela, machin truc. Non mais le mec, il est dans un bain potentiellement optimal à la prise de muscle. Tu vois? Et le truc, c'est que il y a un double effet à ça. Les personnes souvent qui sont isolées au niveau social, isolées au niveau communautaire, ils vont souvent en fait se rattacher au bodybuilding, donc avec tous les travers que ça comporte, parce qu'en fait c'est la seule chose qu'ils ont dans leur vie. Et c'est là qu'on repart à l'étape initiale, on perd l'équilibre. L'équilibre, c'est le pilier. L'équilibre, c'est tout. Mais ça, tu peux pas l'avoir, ce discours, quand tu débutes. Même 1 an, 2 ans d'entraînement, tu peux pas l'avoir. Le gars, là, qui m'a montré la photo du lys, tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai fait, tu sais, ton discours, là. Si tu veux, on continue notre conversation. Cette conversation-là, parce qu'on parlait d'un truc, cette conversation, si tu veux, on la refait dans 3 ans. Quand tu te seras entraîné pendant 3 ans, on continue la conversation. Parce que pour l'instant, tout ce que je vais te dire, tu ne vas pas en comprendre la substance. Tu vois? C'est clair, et puis, parce que par exemple, une personne qui n'a pas de génétique, une personne, on revient toujours aux mêmes choses. Initialement, il nous faut une génétique, de par nos parents. Une personne, voilà, qui a une carrure énorme. J'avais mis dans ma dernière vidéo, par rapport à comment prendre 20 kilos, j'ai mis Dwayne Johnson avec son père et son grand-père. Son grand-père était lutteur. Son père était lutteur, enfin des catcheurs, quoi. Mais le mec, il fait 2 mètres. 2 mètres 120 kilos, ben c'est normal qu'il soit énorme. C'est dans sa génétique, c'est dans ses gènes. Mais moi, par exemple, si j'avais un père qui fait 1m55, 42 kilos, mais il faut pas que je m'attende quand je suis gosse à faire 1m90 pour 120 kilos. En fait, c'est de la logique pure. C'est de la logique pure. Et le capital génétique de base, t'auras beau vouloir dire ce que tu veux, mais c'est essentiel. Tu fais pas un âne un cheval de course. Un Éthiopien, ils sont super forts en course. Par exemple, les All Blacks, pourquoi ils sont énormes et tout? Parce que c'est de par leur génétique. Est-ce que c'est essentiel à tous les niveaux? Parce que quelqu'un qui veut vraiment avoir un objectif, voilà, d'esthétique, mais sans être énorme. Qui, voilà, juste dans une idée de perte de poids, tout le monde peut perdre du poids. Tout le monde peut perdre du poids. Ce n'est pas un problème. C'est juste une question d'accompagnement et de durée et de temps. C'est effort plus temps. D'accord? L'équation, c'est effort plus temps. Maintenant, le résultat, est-ce qu'il sera le même d'un individu A à un individu B? La réponse est non. Point. Il n'y a pas de oui, mais non, non. On a tous une génétique différente. Et certaines personnes, lorsqu'ils seront à 15%, ils pourront pas être plus secs. Et d'autres personnes, ils tomberont à 6% et ils en auront encore sur le pied. Mais donc si tu prends 2 personnes, une personne de type A qui a une super génétique,
mais qui s'entraîne comme une merde, et une personne de type B qui a une génétique de merde, mais qui s'entraîne super bien avec une surcharge progressive constante, avec une récupération adaptée, avec des facteurs de progression toujours contrôlés. Est-ce que tu penses que le résultat peut être proche par rapport à la personne B qui a une génétique de merde, mais qui s'entraîne bien, et la personne A qui a une bonne génétique, mais qui s'entraîne mal? Alors, plusieurs choses très intéressantes. La personne, par exemple, qui va vouloir tout bien faire, elle va prendre un coach. Elle va prendre un coach parce que ça prend des années. Moi, il m'a fallu 20 ans d'expérience plus des années d'études pour arriver à mon niveau. C'est-à-dire que le mec, il va pas attendre 20 ans pour se dire comment faire pour progresser. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, déjà, il va prendre un coach. Et puis, donc, ça prend du temps déjà pour prendre les bons protocoles d'entraînement, pour trouver le bon équilibre. Donc, le gars, il s'est entraîné plusieurs années pour atteindre un niveau moyen, puisque forcément, il a du mal à progresser. Mais le mec à côté qui s'entraîne juste de temps en temps, de façon anarchique, des fois c'est 2 fois, 5 fois, il va au McDo et tout. Oui, Le mec il s'en branle, il fait que progresser. Il fait que progresser. Il a un niveau hormonal optimal, il baise, c'est un mâle alpha, il baise quand il veut, tous les meufs sont autour de lui, il pue la masculinité, mais lui il va progresser et il s'en fout, il a pas besoin de coach non plus. Il va jamais, à peine il regarde les haltères et il prend des bras. Mais j'en connais des mecs comme ça. J'en ai connu. Ouais. Les mecs, ils s'entraînaient comme des connards, mais ils progressaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un niveau hormonal et un niveau génétique. Tu as la myostatine, tu as plein de régulations, tu as une vitesse de synthèse protéique, tu as un capital osseux, un capital musculaire, tissu, etc., de construction. Tu as une récupération, etc. Mais tu as des mecs, par exemple, qui ont besoin de dormir que 3 heures par nuit. Et d'autres, il leur faut 10 heures. Tu vois? C'est-à-dire que le mec, c'est ce qu'on appelle le trou de balle, qui va pas s'entraîner et qui a on va dire une génétique de Dieu, mais pas de problème, il va progresser. À l'opposé de la personne l'autre, elle va tout faire pour atteindre un niveau moyen, on va dire. Et moi j'en ai eu comme ça, j'ai des mecs, putain mais on se bat pour qu'ils progressent. Mais ils progressent mais à une vitesse ultra lente. Pourtant ils ont tout, hein. Et j'ai beau leur tester plein de protocoles de diète, tester sur la durée forcément, hein, c'est pas juste une semaine, hein, oui. des protocoles d'entraînement et tout, et ils me disent putain je progresse pas. Et quand ils me montrent les objectifs qu'ils ont, c'est que des mecs dopés. Ce n'est que des mecs dopés. Et là je dis non mais c'est un mec dopé lui. Il me dit mais non, il me dit qu'il est naturel. Mais je le connais ce mec. Je sais en plus qu'est-ce qu'il prend comme stéro. Tu vois, c'est-à-dire que t'as un aspect focusisme de dingue. Tu vois. Moi, je fais pas 1m72, 85 kilos, sec. Non. Sec, je dois faire 75, 76 kilos. Tu vois? Sec. Et mon poids idéal, c'est 78 kilos. C'est là où je suis le perf le mieux, j'ai le meilleur esthétique, j'ai un gamme musculaire et tout. Mais, le truc, c'est que je peux pas faire 2-3 kilos de plus. Je peux pas. C'est physiologique. Et les gars, c'est qu'ils vont s'attacher à avoir une esthétique, un physique, mais qui n'existe pas. N'existe pas. Tu penses pas qu'à un certain niveau quand même, au bout d'un moment, ça sera physiologique, je veux dire, le mec qui s'entraîne comme une merde, même s'il a un niveau hormonal super, si le mec il met toujours le même poids, même nombre de répétitions, même nombre de séries. Ah mais forcément, au bout d'un moment, il va stagner. Il va stagner forcément. Et c'est soit là, en rapport à son investissement personnel et l'idée, ses objectifs, il va se demander, bon, maintenant, est-ce que je me sors les doigts du cul? Ou bien je me dope, comme la 80% font de par la simplicité, et puis surtout qu'ils s'en foutent, parce que eux, ils ne vivent pas le bodybuilding. C'est pas de se dire, il faut que je mange bien, il faut que j'ai un bon état d'esprit, il faut que je m'entraîne bien. Il y en a très peu qui sont comme ça. Je veux dire, il y en a très peu. Qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, c'est du muscle. Ils veulent, voilà, je veux prendre 10 kilos. Non mais prendre 10 kilos, mon gars, mais est-ce que tu as idée de du nombre de cellules que c'est 10 kilos, du nombre de fibres musculaires que c'est, non mais c'est du nombre d'unités motrices, non mais c'est des millions, mais 10 kilos de muscle, c'est, quand tu me dis 10 kilos de muscle, pour moi je vois une montagne, tu vois ce que je veux dire? Et certaines personnes ils voient comme si c'était un sac d'eau, tu vois, un pack d'eau. Mais comme tu as dit, dans une vie on peut prendre, je sais plus, dans ta vidéo tu as dit 20 kilos de muscle maximum, je crois. Physiologiquement, une personne avec les meilleures conditions possibles peut prendre jusqu'à à peu près 20 kilos pour un homme. Hein. Dans les meilleures conditions. Il faut que niveau hormonal il soit super bien, il faut que génétiquement il ait gagné à la loterie, etc. Ah, c'est-à-dire que certaines personnes, malheureusement, ils pourront prendre que 5-6 kilos, tu vois, sur toute une vie. Et d'autres personnes,
par rapport à leur métabolisme de base, par rapport en fait à leur poids de maintien, je parle, hein. Pas par rapport à, par exemple, une personne qui fait exprès de perdre. Par exemple, regarde, on va prendre l'exemple de Christian Bale, qui est l'acteur qui a fait Dark Knight, Batman. Il avait des fluctuations de 50 kilos pour jouer certains rôles. Un mec qui est obèse, après le machiniste. Le mec, il fait 1m80, Christian Bale, il était tombé, je crois, à 40 kilos. 40 kilos. Et il est monté à plus de 100 kilos pour faire jouer Batman, Begin. Et le réalisateur, il a dit, oh, mais Coco, là, tu rentres même plus dans le costume, il faut le refaire. Donc, il a dû reperdre 15 kilos. Et, tu vois, c'est pas en ce sens-là. Moi, je parle du mec qui a un métabolisme, un maintien. Eh bien, il peut se dire qu'il va prendre jusqu'à max 20 kilos. C'est qu'en général, une personne qui est en bonne santé, il fait 1m70, 60 kilos, 62 kilos. Tu vois, il est svelte, il est fin. Eh bien, il peut dire que max, on va dire, max du max, mais max vraiment, il pourra peut-être monter jusqu'à 80 max. Mais peut-être qu'il sera moins sec. Parce que le problème, c'est qu'on est tout le temps dans l'idée du sec. Être sec et sec. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas naturel d'être sec. Si on a de la graisse, c'est pas pour rien. Sinon le corps, il aurait pas créé cet état de graisse. Ça existerait pas, tu vois. La graisse, c'est une sécurité. La graisse, ça peut être aussi pour le froid. T'as les graisses blanches, t'as les graisses brunes, pareil. Certaines sont riches en mitochondries aussi. Et elles ont une fonction hormonale. C'est-à-dire que les gens, ils veulent, ils oublient, au lieu de rester dans une compréhension physiologique, hein, tu me suis? Ils vont aller chercher des idées farfelues. Et ces idées farfelues font que le sujet de base est complètement dénaturé. Tu vois? C'est-à-dire que je vais pas faire 5% de matière grasse à mettre 110, 80 kilos. Non, je vais peut-être faire 12% de matière grasse, qui a un taux de matière grasse très bas déjà, pour que la plupart de la population, puisqu'il faut savoir qu'un tiers de la population, donc c'est de même, aux États-Unis, c'est 2 tiers de la population américaine est en surpoids, et 1 tiers en obésité. Donne-moi le chiffre des personnes qui sont en dessous de moins de 12%. Ça donne même pas 10%. Non mais tu veux ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens, voilà, ils restent sur Instagram, ils voient que des mecs à 8%, 7%, hyper shred. Non mais, c'est une infinité de gens qui sont comme ça. C'est même pas 1% de la population. Donc ça, c'est pas une normalité. Ça, c'est être anormal. Tu me suis? Et donc, 1m70, 80 kg, 12-13% de matière grasse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 10 kg de graisse. Ça veut dire que tu fais 1m70, 70 sec. C'est ça que ça veut dire. Quand tu as 12-13% de matière grasse, c'est que tu as 10 kg de masse grasse. Moi, quand je fais 1m71, 72 pour 78 kg avec 8-9% de matière grasse, ça veut dire que j'ai 8 kg moins de gras. Sauf que le gras, il est où? Il est au niveau de mes cellules. Parce que, qu'est-ce qui entoure mes cellules? C'est la graisse. Il est au niveau de mes viscères. Il est au niveau de tout l'organisme. Sous la peau et tout. C'est-à-dire que la graisse, c'est la vie pour l'organisme. La graisse, on peut pas vivre sans. Tu tombes en dessous d'un certain pourcentage de matière grasse, tu n'as plus de substrat énergétique dans l'organisme, tu as une protéolyse, une catabolisme sévère de protéines qui se crée, et tu meurs en quelques semaines. Par exemple, il y a des études sur les pingouins qui sont faites, ils s'engraissent pendant 6 mois, et pendant 6 à 8 mois, et pendant 4 mois, ils ne mangent pas, parce qu'il n'y a plus de bouffe. Et bien, tu imagines, 120 jours de jeûne, à peu près, 100 à 120 jours de jeûne, ils mangent pas, et c'est que les 2-3 dernières semaines, où ils commencent vraiment à taper dans la masse maigre, donc je parle donc le muscle, qu'il faut impérativement qu'il se engraisse, donc c'est l'hiver simplement c'est l'hiver qui finit, hein, pendant 4 mois. Hein. Pour rappel, une saison c'est 4 mois. Hein. Et en fait, pendant ces 4 mois, ils vont donc ne pas manger, taper dans leur réserve de graisse, et à la fin, quand il n'y a plus de graisse, c'est le muscle qui reste comme substrat énergétique. Il y a donc donc le foie, c'est l'usine à gaz de l'organisme qui va métaboliser tout ça, et donc il va en ressortir quoi? Des corps cétoniques qu'il va utiliser comme carburant. Mais au bout d'un moment, le corps, c'est grâce à la graisse qu'il a survécu. Et si t'as plus cette graisse, mais tu crèves. Tu vois? Oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Et en fait, c'est-à-dire que quand tu analyses la physiologie, comment fonctionne le corps, que tu regardes un petit peu l'anatomie et autres, le but, c'est pas d'apprendre avoir la donnée brute, c'est de cette donnée, la comprendre.
Et comme là, je viens de te faire une explication, j'ai pris la donnée brute, j'ai pris des exemples et je t'en ai fait une conclusion. C'est-à-dire que une personne, par exemple, par rapport au potentiel max de prise de masse musculaire et prise de masse générale, on va avoir une personne qui potentiellement peut prendre 20 kilos dans toute une vie. Donc c'est peut-être 20 ans d'entraînement. Mais 20 ans, tu te rends compte? Tu as quel âge, Guy? 22. 22. C'est-à-dire que là, on repart à l'âge quand tu avais 2 ans. C'est-à-dire que c'est comme si toute ta vie, tu avais poussé tous les jours 20 ans d'entraînement. Ouais. Tu te rends compte ce que c'est? Ouais. Les gens, ils s'en rendent pas compte, je crois. Parce que le problème, c'est qu'à partir de 40 ans, on a notre niveau hormonal qui chute. L'hormone de croissance tombe. C'est l'hormone de croissance, c'est l'hormone du muscle. Hein. La testostérone tombe, c'est l'hormone du mâle. La DHEA tombe aussi. On va avoir aussi peut-être potentiellement une hausse d'oestrogène de par tous les perturbateurs endocriniens. Bref, en fait, à partir de 40-45 ans, tous les mécanismes qui sont là pour te dire « Coco, tu fais du muscle », eh bien, ils n'existent plus. Et moi, je te cache pas que pourquoi pas à l'âge de 45 ans ou 50 ans, pourquoi pas avoir un endocrinologue et faire des thérapies aging. Une thérapie aging, c'est quoi? C'est te redonner ton système hormonal de l'âge de 30 ans ou 20 ans. C'est pas dans l'idée, Ouais. c'est pas dans l'idée de te doper, c'est dans l'idée de rester jeune. Parce qu'actuellement, toutes les préventions que je fais par rapport à la santé, donc je fais attention à pas boire, je fume pas, j'ai une alimentation qui est, on va dire, à 90% saine, les gens avec qui je traîne, etc. La complémentation que j'utilise aussi, elle est saine. Fait que mon objectif, c'est de durer un maximum. Pour que le jour, mais je me prive pas. Tu vois, quand je sors avec des amis, je mange, je vais au resto et tout. Mais je vais pas, par exemple, bouffer un pied de cochon avec un confit de canard, avec une crème glacée, etc. Je suis en cohérence avec moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as toujours été comme ça? T'as toujours. Mais en fait, cet ça a aspect commencé à partir de l'âge de 13 ans. Ouais. Je suis dans une famille où, par exemple, ma mère n'a pas de culture, on va dire, nutritionnelle. Et mon père, par exemple, a d'énormes problèmes de santé, et donc je suis obligé de m'occuper d'eux, parce que personne veut s'occuper d'eux, tout simplement. Et moi, au quotidien, pourquoi j'ai cette prévention de santé? Parce que je vis au quotidien la maladie. Et ce qu'il y a, c'est que lorsque j'étais jeune, moi, le soir, je bouffais un saucisson complet, je bouffais une pizza. Mais je faisais quoi? Je faisais 1m40 pour 50 kilos. Bouffer 1500 kilocalories, c'est pas du tout adapté. Je rentrais des cours, je bouffais une baguette complète, donc à peu près 400 grammes, donc 4 fois 250, ça faisait 1000 calories, juste sur une collation, sans parler peut-être que j'allais bouffer autre chose à côté. Ce qui fait que dans la journée, je me tapais des journées, des fois 4-5000 calories, donc c'est normal que j'avais un surpoids. Disons que j'avais à peu près 20 kilos de gras en trop, de par ma morphologie. Et à partir de là, je te dis, à peu près un peu avant mes 13 ans, j'étais en 5e. Et ben, j'ai décidé, j'ai arrêté de bouffer de la merde. J'ai commencé à essayer de chercher sur les magazines qu'est-ce qu'il fallait manger, parce que ça n'existait pas il y a 20 ans, Internet. Moi, je te parle d'un temps que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Il y avait quand tu voulais téléphoner à quelqu'un, il faut que tu ailles dans une cabine téléphonique, tu avais une carte de crédit spécifique de crédit téléphonique et tu t'appelais par exemple un pote ou tes parents pour venir te chercher. Tu vois? Et t'avais un tam-tam où t'avais quelqu'un qui t'appelait par exemple avec un numéro de téléphone et tu partais à la cabine pour appeler. C'est-à-dire que ça n'existait pas les réseaux, les forums n'existaient pas, tout ça, ça n'existait pas. Alors comment moi à l'âge de 12 ou 13 ans je pouvais aller chercher la connaissance, tu vois? Même les livres de la vie n'existaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, ça n'existait pas. Donc ce qu'il y a, c'est que moi je matais des films d'action, je matais des films de Stallone, je matais des films de Van Damme et je reproduisais leur entraînement. Je faisais 1000 pompes, 1000 abdos, 1000 tractions. 1000 pompes, 1000 abdos, 1000 tractions. Tous les jours. Tous les jours. Je regardais mon frère comment il s'entraînait. Il a 10 ans de plus que moi. Je prenais ses haltères et je m'entraînais, etc. Je m'entraînais. J'ai dû me blesser quand j'étais gosse. Je m'en souviens pas, c'est il y a 20 ans. Et est-ce que tu penses du coup que d'avoir fait cet entraînement, comme tu viens de dire, 1000 pompes, 1000 abdos, 1000 tractions, ça a conditionné tes points forts d'aujourd'hui? Mais tellement, mais les gens ils s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que là actuellement, j'ai en point fort triceps, pec, dos et jambes. Pourquoi? Parce que j'ai fait 7 ans de cyclisme. Des fois, je passais 12 heures sur le vélo dans la journée. Parce que moi, je suis vraiment un mec qui est dur au mal, hein, qui
qui va dans le dur, tu vois, qui tape le mur. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que par rapport à ce que je viens de te dire là, juste après, je vais rebondir dessus. Mais en gros, quand je faisais 1000 pompes, je créais un schéma moteur, puis je faisais une simulation Oui. musculaire, alors que mon système hormonal était optimal. C'est-à-dire que j'avais une testo qui commençait à pousser à terrible, j'avais encore un bloc de GH, et puis je dormais comme un bébé, quoi. Mes récupérations étaient hyper rapides. Quand je faisais mes tractions, supination, pronation, je connaissais aucun terme. Par exemple, je m'entraînais avec, mon père était artisan, électricien, et en fait, sur les chantiers, je faisais esprit de récupérer des parpaings de béton et autres, pour les utiliser comme haltères. Est-ce que tu penses pas du coup que niveau génétique, tu peux changer ce fait-là en faisant ça? Parce que oui, t'as un héritage génétique. Ça s'appelle l'épigénétique. C'est ça qu'on appelle l'épigénétique. Tu verras, alors, si vous voulez, là, pour les auditeurs, sur mon site Juanito Coaching, vous allez dans la section blog, c'est une section gratuite. Vous inscrivez, c'est gratuit. Vous avez les articles sur l'épigénétique. Comment, en fait, en fait, je vous explique comment, lorsqu'on fait du sport, on modifie l'expression de nos gènes. Tu vois ce que tu dis là? Je l'ai écrit noir sur blanc pour expliquer avec des schémas et des vidéos comment ça marche. Mettre un lien en dessous. Ouais. Et donc en fait, notre comportement va influencer sur qui on est. D'accord? Ouais, c'est le conditionnement. Ok, en fait, c'est au-delà du conditionnement. Le conditionnement, c'est plutôt mental. Mais l'action, c'est ça qui va amener vers un certain phénotype. D'accord? Et ça, c'est important parce que le problème, c'est que, regarde, tu regardes des parents qui font faire du sport très jeune à leur enfant. Les champions de gymnastique, c'est pas des mecs qui ont commencé la gym à 20 ans. Ils ont commencé à 5 ans. Les champions de pilotes de Formule 1, c'est des mecs qui ont commencé à 4-5 ans le karting. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Tous les gens qui excellent dans un domaine sur Terre, c'est parce qu'ils ont commencé jeunes. C'est la répétition, c'est des heures et des heures. C'est la répétition, c'est l'environnement, c'est le mindset, c'est tout. C'est tout ça. Et ils ont optimisé leur talent pour devenir des champions. Tu ne verras aucun champion qui n'a pas commencé son activité lorsqu'il était jeune. Ça n'existe pas. Sauf une personne, par exemple, un sport ou une activité qui ne demande pas d'avoir des prérequis spécifiques. Pour changer un peu de sujet, qui reste un peu dans le même, c'est comment tu conseilles aux gens de progresser dans l'entraînement? Est-ce que pour toi, noter son entraînement, c'est essentiel pour la progression si tu as vraiment un objectif d'hypertrophie, par exemple, ou de perte de gras? Alors voilà, ça c'est très très important. Et on va parler de méthodologie, d'encadrement et de mise en pratique de théorie. Tu vas voir la théorie qui est une chose. La théorie, c'est bien de la voir parce que ça te permet de donner des repères. Maintenant, lors d'un entraînement, la personne va noter son entraînement. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile de retenir tout ce qu'on a fait dans l'entraînement, le temps de repos, le nombre de répétitions exactes, le nombre de séries, la vitesse à laquelle on a fait la contraction, la charge employée. C'est très compliqué. Plus, je dirais même, si on a pris quelle boisson à l'entraînement, quel nombre de calories on a pris dans la journée, si j'ai pris un booster ou pas pour l'entraînement, si j'ai bien dormi, si j'ai eu un bien ressenti au niveau de l'entraînement. Une personne qui veut faire les façons de façon optimale, il peut tout noter. Comme, par exemple, tu es dans une usine et tu es consultant, tu dois analyser tout ce qui se passe au niveau de la machinerie. Mais là, c'est pareil. Tu fais un rapport. Clac. Moins tu auras de données, moins tu sauras où tu en es. Moins tu sauras de façon, en fait, historique, quand tu repars en arrière, de te dire, ah, tu vois, là, j'ai eu une super progression pendant ces mois-là. Pourquoi? Ah, ben, tu vois, au niveau de l'alimentation, j'avais cet apport alimentaire, j'avais ces aliments-là. Ah, ben là, tu vois, je dormais bien. Ah, ben là, tu vois, par exemple, j'étais célibataire. Ah, ben là, j'avais une copine. Ah, ben là, je venais de perdre mon boulot. Tous les facteurs. Tout facteur dans la vie influence le résultat. C'est la loi du chaos. Tu vois, c'est la théorie du chaos. Tout ce qui amène quelque chose dans une équation va modifier l'équation. Et donc, en fait, pourquoi noter un entraînement? Moi, aujourd'hui, je ne note plus mes entraînements, par exemple. Parce que ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que quand je pars m'entraîner, je vais choisir une palette d'exercices que j'aime faire. Et comme les charges que j'emploie sont déjà énormes,
sans me vanter, je veux dire. Souvent, quand j'utilise des poulies, bon, ben, j'utilise des poulies, je suis obligé d'utiliser des techniques, par exemple, du dégressif, des drop sets, des super séries, des giant sets ou autres, pour aller taper, pour aller me faire violence, parce que juste d'employer la charge maximale en faisant 10 x 10, par exemple, c'est une connerie considérable, mais 10 x 10 à une poulie, à charge maximale de la poulie, mais ça va pas me suffire. Donc toi tu as besoin de ces techniques-là au niveau où tu es actuellement. C'est important de le préciser. Disons que je sais ce qui fonctionne pour moi et je sais qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi. Et puis en rapport à mon niveau d'investissement moral, investissement de motivation et de mon niveau de forme actuelle, je vais plutôt partir. En fait, je vais suivre des courants. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, en début d'année, en fin d'année, j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais beaucoup séché, j'avais quand même réussi à maintenir ma masse maigre en gardant un niveau de protéines très élevé à travers des shakers, parce que je ne pouvais plus manger. Donc j'avais des problèmes personnels qui avaient affecté donc ma santé. Donc j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais tombé 75 kilos, on va dire 74 kilos, sec de chez sec. Et en fait, donc ça a été une belle sèche, mais c'était pas voulu. Et mon objectif était, je me suis dit, allez, je vais reprendre 4 kilos, je me donne 4 mois. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose de cohérent. Mais bon, après 20 ans d'entraînement, de prendre 4 kilos, c'est infaisable. Sauf que là, c'était la matière que j'avais perdue. Et ce qu'il y a, c'est que je savais qu'avec moi, j'avais des aides qui étaient quoi? La mémoire musculaire, une expérience et une motivation sans faille. Et donc, j'ai réussi, à travers un courant d'entraînement, une ligne directrice d'entraînement, à progresser. Mais c'est passé par quoi? Par travailler sur ma force, par travailler sur de l'hypertrophie fonctionnelle, par travailler sur des stress métaboliques, qui m'ont induit, par exemple, mon physique sur mon Facebook, que ce soit personnel ou pro ou autre, ça, c'est l'aboutissement de 4 mois d'entraînement à me crever la gueule en entraînement. Et en plus, ce qu'il y a, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas, c'est que j'ai réussi à développer tout, on va dire, sauf le soulevé de terre, parce que j'ai pas voulu tester par sûreté, mais j'ai réussi à taper 160 kg de lever couché, j'ai réussi à taper plus de 200 kg au squat, et le soulevé de terre, j'ai pas voulu retester, mais, parce que mon record, c'était 235, mais par sûreté, j'avais pas envie de me blesser, mais je me suis blessé différemment de par une posture inconfortable au quotidien, au bureau. Ouais. Et bien, tu vois, j'ai tiré vers un courant de pensée, par un courant d'action. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait que je fasse de la force, donc j'avais de la force dans mon entraînement. Je savais qu'il fallait que je travaille sur un stress, donc métabolique. Je faisais un stress métabolique. Et donc, sans noter mes entraînements, je savais ce que je faisais. Mais ça, je ne le conseille à personne. Pourquoi? Parce que il faut se connaître, il faut savoir ce qu'on fait, il faut connaître son corps, il faut connaître son repos, il faut savoir quand est-ce qu'il faut manger. En fait, en gros, plus tu avances en musculation, plus tous les facteurs doivent être détaillés. Et plus tous les facteurs doivent être compris. C'est comme si, par exemple, au début, un débutant, c'est du karting qu'il fait. Donc, il sait pas, bon, c'est pas très grave s'il sort de la piste, c'est pas grave s'il crève un pneu, c'est pas grave s'il perd une course. Mais quand il commence à passer à la formule supérieure, là, s'il sort de route, il commence à avoir de la casse. Tu vois? Ça peut être de la blessure. Ça peut être des ratés au niveau de l'entraînement. Ça peut être des ratés au niveau de la diète. Ça peut être, par exemple, des sorties un peu trop alcoolisées avec des potes. Ça commence à être problématique. Et plus tu montes, en fait, en évolution, plus chacun on va dire, des éléments négatifs, soit un mauvais entraînement, mauvaise diète ou manque de repos, plus aura un impact négatif sur la progression. Puisque la progression sera devenue tellement difficile, tu vois, il faudra optimiser chaque facteur. Donc c'est pour ça que dès le départ, je préconise d'avoir des bons réflexes, à savoir donc noter ses entraînements, tu vois, savoir ce qu'on fait, prendre le temps de prendre un peu de recul pour analyser ce qu'on fait, voir si c'est bien. Et comme je te disais, quand on en parlait en avant dans le podcast, c'était une personne, par exemple, qui a du mal à progresser, elle a d'autant plus comment dire, c'est d'autant plus important, pour lui, de tout noter dans l'idée de progresser, plutôt que de se dire, allez, au bonheur, la chance, je vais m'entraîner, je vais voir qu'est-ce qu'il en est.
Ça, c'est le mec qui prendra du muscle quoi qu'il fait, pardon. Ouais. Ouais, bah après, il faut aussi préciser que même si voilà, même si on commence petit à petit, le mieux c'est de faire que d'être parfait. Si on peut noter deux trois exercices sur nos 6 7 de la séance, c'est bien pour le moment. Et au moins on en a noté 2 par rapport à ce qu'on faisait avant, on en notait 0. Ouais, disons que c'est toujours une question d'objectif, d'investissement, etc. Une personne, par exemple, qui est vraiment ultra déterminée. J'ai eu des mecs, je leur disais, mais attends, mais on prépare pas les Jeux Olympiques, là. On va juste s'entraîner à la salle de muscu. Non, mais c'est vrai, là, je veux dire, il me renvoyait des métadonnées. Non, mais c'est vraiment des métadonnées. Et s'il fallait que j'analyse tout, ça m'aurait peut-être pris une journée. Tu vois? En fait, il faut un équilibre quand même. Non. Tu vois? Il faut un équilibre. Et Ouais. c'est-à-dire que j'avais à la seconde près le temps de contraction des muscles dans la séance. Ah ouais. Les mecs, c'était ils sont dans l'excès, tu vois? Et quand ils partaient pas s'entraîner, le mec, ça les rendait malades psychologiquement. Connu comme une maladie. Ben oui, on peut dire ça. Tu vois? Ok. Donc, déjà, d'analyser ce qu'on fait, de noter ce qu'on fait, c'est très bien. Pour une personne qui doit préparer une compétition de n'importe quel sport, au-delà du jeu de la muscu, mais plus il aura d'aspects évolutifs, d'aspects concrets au quotidien, plus de saison en saison. Par exemple, quand on parle de cyclisme, on travaille sous forme de saison. Quand on parle d'un sport comme ça, on parle de saison. Donc, d'une saison à l'autre, il est très intéressant d'avoir l'information de la saison précédente pour savoir si je dois reproduire le même schéma. Tu me suis? Ou Ouais. bien, si ma saison, je l'ai ratée parce que mon entraînement était mauvais. Auquel cas, la saison 2, mais je refais pas les mêmes erreurs. Tu me suis? Ouais, c'est important de quantifier aussi ce que tu fais pour voir d'une saison à l'autre comment tu progresses ou comment tu régresses. Ah, mais absolument, absolument, absolument. Bien sûr. Ok. Bah, merci d'avoir répondu à ces questions de progression et de santé et de blessure. Ouais. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vais finir avec 2 petites questions que j'aime bien poser à la fin du podcast. Bien sûr. La première, c'est, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des livres que tu conseilles qui ont changé ta vision des choses, que ce soit pas forcément dans la muscu, mais dans le mindset, dans le développement personnel, etc. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu conseilles vraiment? Alors, le pouvoir limité. Le pouvoir limité, c'est ouais, Anthony Robbins, c'est, j'ai pas de bêtises. Ouais, J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est bon, il y a beaucoup de répétitions, mais c'est d'ancrer une idée en toi et cette idée, tu la faire évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'aime bien cet aspect psychologique. ouais, parce qu'en fait, dans l'absolu, on a tous le potentiel de faire des choses. Le problème, c'est que personne passe à l'action. Personne apprend comment faire, surtout. Il y a des mécaniques, voilà, il y a des façons de faire pour passer à l'action. Tu vois? Après, les livres du professeur Henri Joyeux, j'aime beaucoup parce qu'il a une approche santé qui est excellente. Et on sent que le mec a de l'expérience. C'est comment le nom? Henri Joyeux, professeur Henri Joyeux. Après, tu vas avoir les livres du docteur Alouche, Adrien Alouche, qui est un diabétologue, Ouais. qui est excellent. Il a fait des conférences exceptionnelles. Et ce mec, il a une vision sur la santé et sur tout. J'adore, vraiment, ce mec, je l'adore. Ouais. Donc ça, ouais. Et après, il y a les livres dans la musculation de Christian Thibaudeau, que j'ai beaucoup aimé. Il a une approche sur le bodybuilding, sur la préparation du sport très forte. Bon, après, forcément, les classiques, c'est les Delavier. On va récupérer. En fait, c'est des synthèses de tout ce qui est bien. Les Delavier et Gundil. Ouais, de la vie, comme dit. Ouais. Ok. Et après, ce qu'il y a, Et c'est les que prendre. tous les livres, par exemple, de micronutrition de Denis Richer, par contre, là, c'est une niche. C'est-à-dire qu'une personne qui est débutante, je lui déconseille. Il va rien Oui, ça comprendre. fait. Il ne Rien va foutre, rien ouais. comprendre. C'est la biochimie, c'est la micronutrition, c'est très compliqué. Peut-être pour des personnes qui veulent débuter, vraiment conseiller la méthode de la vie au niveau musculation et un livre, pourquoi pas. Qui peut Et être par exemple, intéressant au le niveau livre de Julien Venesson et de Christophe Bonnefond, L'assiette de la force, est excellente. La nutrition de la force, pardon, la nutrition de la et force. sur la porte. C'est un Ok. livre ultra simple, accessible pour la Ouais, nutrition. je l'ai lu. Et la personne, voilà, c'est simple, elle comprend, voilà, comment manger. C'est-à-dire que l'e-book sur la nutrition que j'ai écrit un e-book sur la nutrition. En fait, c'est un package que je vois sur mon site. C'est, il y a beaucoup d'idées donc tirées du livre, donc du Julien Venesson,
Mais en supplément, j'écris d'autres e-books pour aider à la perte de poids, pour aider dans le temps à limiter les addictions alimentaires. Et après, j'ai rajouté des recettes pour justement mettre en application le livre. Ouais. Et en fait, cette logique-là, elle est très cohérente. Il y a un livre aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'assiette du sportif. C'est un très très beau livre. Je me le suis offert parce que je le trouvais, parce que la connaissance qui était dedans, je connaissais tout, mais la mise en page, les recettes, tout, j'ai beaucoup aimé vraiment. C'est un livre qui est très accueillant et j'ai écrit d'ailleurs un message donc au gars qui l'a écrit en le remerciant de ce livre et que enfin remerciant non, je lui ai plutôt remercié de la qualité de son travail. Ouais. Et parce que je lui ai acheté. Mais voilà, je lui ai dit que ce livre vraiment je l'avais trouvé excellent et que je le préconisais. Ouais. Et dans mes stories Instagram et d'ailleurs dans mon feedback Instagram que je recommande de suivre parce qu'en fait j'essaie de communiquer un maximum d'informations. Hein. Et bien je l'avais mis en avant parce que je trouvais très intéressant. Ok, je marquerai aussi. Je marquerai tout ça en description. Et du coup, dernière question, j'aime bien aussi poser, c'est qu'est-ce que tu dirais à ton toi qui avait 20 ans? Quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu dirais Je aujourd'hui? repars très en avant. Ouais, tu pars très en avant. Euh, Tu dois lui donner un conseil. Qu'est-ce que tu lui dirais? Laisse-moi réfléchir une petite seconde parce qu'il y a plusieurs choses qui Ouais, remontent. parce que on s'entend. La chose qui t'empêcherait de faire des erreurs, de réussir plus rapidement. En fait, il y a deux choses l'une. Il y a la première chose, c'est ne dépense pas ton argent Ouais, inutilement. investi. Et l'autre chose, c'est que fonce à 200%, à 200 à l'heure, Ouais, dans ce que tu aimes. Tu vois? mm, Et n'attends pas. ok, attends pas. D'accord. Bah, je te remercie, Rowan. Avec plaisir. Je te, je te remercie d'avoir participé au podcast, d'être venu pour la deuxième fois sur la chaîne. Avec plaisir. Et puis, il y a beaucoup de contenu. J'espère que ça va bien plaire Oui, et tu je te peux faire souhaite. sous forme de petits épisodes peut-être, parce que comme c'était très Ouais, lent ce ouais, qu'on en bien sûr. fait. Ouais, je pense. On va le faire sous forme de petits Ouais, épisodes. ouais. Comme ça, il y a... Et, et à bientôt, j'espère. Avec plaisir. Prends soin de toi, à très vite. Allez, Merci.